L'OPEP doit être détruite, au sens économique. Il faut faire quelque chose contre l'OPEP. Ils ne peuvent pas. C'est vraiment une situation illégale, quel que soit le point de vue, dans la plupart des pays. La vérité, c'est que je connais des gens impliqués dans l'OPEP. Ils se moquent de la stupidité de notre pays. Lorsque Donald Trump a déclaré à Fox News, en 2009, que l'OPEP devait être détruite, peu de gens ont pris ces paroles pour autre chose qu'un simple slogan populiste. À l'époque, le cartel paraissait presque intouchable. Un an plus tôt seulement, alors que les prix du pétrole atteignaient des niveaux records, l'OPEP représentait environ 43% de la production mondiale de brut. Elle était largement vue comme une organisation dont la position ne pouvait être sérieusement menacée par aucune force extérieure. Aujourd'hui, cependant, les fondements du pouvoir de l'OPEP, y compris ses bases politiques, évoluent de façon spectaculaire. Le monolithe pétrolier commence à se fissurer sous nos yeux. Le coup structurel le plus sérieux porté à l'unité du bloc semble être la décision récente des Émirats arabes unis de quitter à la fois l'OPEP et le format élargi de l'OPEP+. Parallèlement, le mémorandum signé entre les États-Unis et l'Iran à la mi-juin ouvre la porte au retour du brut iranien sur le marché normal, et ce, en très grande quantité. Ajoutez à cela la possibilité d'une fin de la guerre en Ukraine, le retour du pétrole russe sur les circuits habituels du marché, et le fait que dans un contexte d'après-guerre, Moscou pourrait placer ses propres intérêts nationaux au-dessus des objectifs collectifs de l'OPEP+. Pris ensemble, ces développements dressent un tableau plutôt sombre de l'avenir du cartel. Ainsi, alors que l'échiquier mondial du pétrole commence à être réorganisé et que les alliés d'hier pourraient de plus en plus jouer pour eux-mêmes, une question fondamentale se pose. Quel avenir attend l'OPEP et l'OPEP+? Découvrons-le. Pour mieux comprendre la crise actuelle de l'OPEP, il faut d'abord dire quelques mots sur un format beaucoup plus large, l'OPEP+, et remonter un peu dans le temps. En janvier 2016, l'Arabie Saoudite menait une guerre des prix contre les producteurs américains. L'objectif était d'éliminer la concurrence créée par la révolution du schiste, qui avait commencé aux États-Unis quelques années plus tôt. Les prix se sont effectivement effondrés. En janvier 2016, le baril de Brent est tombé sous la barre des $30. Mais les producteurs américains se sont révélés bien plus résistants que prévu. C'est alors que l'idée de l'OPEP+ a émergé, un mécanisme permettant d'organiser le marché pétrolier au sein d'un groupe de pays bien plus large que les membres de l'ancien cartel. Mais on pourrait se poser une question simple. Pourquoi ces pays s'engageraient-ils dans des accords au lieu de simplement vendre autant de pétrole qu'ils le peuvent? La logique d'un cartel est simple. Lorsque chaque producteur agit seul, chacun a intérêt à pomper autant que possible et à vendre avant les autres, ce qui conduit rapidement à une surproduction et à la chute des prix. Mais si les plus grands acteurs s'accordent sur des limites de production communes, ils peuvent restreindre l'offre, stabiliser le marché et maintenir les prix à des niveaux qui conviennent à leur budget. C'est aussi pourquoi cet arrangement est souvent qualifié péjorativement de cartel. L'OPEP+ a finalement été créé le 10 décembre 2016. Un rôle majeur dans la création de ce format a été joué par Khalid Al-Falih, le ministre saoudien du pétrole très pragmatique, et par la star montante du royaume d'Arabie Saoudite, le prince héritier Mohammed Ben Salman. En plus des membres de l'ancienne OPEP, 11 autres pays ont rejoint l'OPEP+. Cela comprenait bien sûr la Russie, mais aussi des pays comme le Mexique, le Kazakhstan et Oman. L'importance de ce nouveau format pour les marchés mondiaux est mieux illustrée par une simple statistique. Alors que l'ancienne OPEP représentait environ 35% de la production mondiale de pétrole, la nouvelle OPEP+ en contrôlait plus de 55%. L'OPEP+ s'est révélée être une alliance exceptionnellement efficace. En 2017, le respect des réductions était élevé, les stocks excédentaires diminuaient et à l'automne 2018, le Brent approchait les $85 le baril. En juillet 2019, le groupe a signé une charte de coopération, formalisant le partenariat sur le long terme. Il y avait cependant une réserve importante. Dès le tout début de l'accord, la Russie a régulièrement violé les limites convenues
et produit plus de pétrole qu'elle n'était censée le faire selon les accords de l'OPEP+. Au début, Moscou a soutenu que, contrairement à l'Arabie saoudite, où la production peut effectivement être réduite d'un jour à l'autre, arrêter rapidement la production en Sibérie au milieu d'un hiver rigoureux risquait de causer des dommages irréversibles aux infrastructures. Les Saoudiens ont accepté cet argument et un schéma récurrent a commencé à se dessiner au sein du groupe. Au cours des années suivantes, la Russie dépassait à plusieurs reprises ses limites ou, au minimum, les appliquait lentement. Pourquoi Riyad a-t-il accepté cela ? Les Saoudiens ont conclu que sans la participation de la Russie, toute réduction de production serait beaucoup moins efficace et aurait un impact bien plus faible sur le marché. Dans le même temps, l'Arabie saoudite, grâce à sa capacité de production excédentaire considérable, pouvait ajuster sa propre production de manière flexible et assumer le rôle de producteur d'ajustement, prenant ainsi une part plus importante du fardeau. Dans ses relations avec Moscou, Riyad a donc souvent préféré la carotte au bâton, acceptant des réductions disproportionnellement importantes en échange de la stabilité du marché. La coopération avec la Russie s'inscrivait également dans la stratégie plus large de Mohammed Ben Salman, visant à renforcer les relations avec Vladimir Poutine. Cela ne signifie pas pour autant que la coopération russo-saoudienne était exempte de tensions ou de crises. L'exemple le plus clair est survenu au début de la pandémie de Covid-19. Dès que les prévisions ont indiqué une forte baisse de la demande de pétrole, les Saoudiens ont proposé des réductions immédiates de la production. La Russie a préféré une approche plus prudente et voulait attendre que l'impact réel de la pandémie devienne plus clair. Le résultat a été une guerre des prix courte mais brutale, qui a même poussé à un moment donné le prix du brut américain WTI en dessous de zéro pour la première fois de l'histoire. Finalement, paradoxalement, le conflit entre l'Arabie saoudite et la Russie n'a été résolu que grâce à une médiation américaine. Et bien que, après la guerre des prix, de nombreux observateurs pensaient qu'OPEP+ était voué à s'effondrer, la crise a en réalité fini par renforcer l'alliance russo-saoudienne, la mettant à l'épreuve dans les conditions les plus extrêmes. La création de l'OPEP+ et l'entrée de la Russie dans ce format sont parfois comparées, je cite, à laisser entrer le loup dans la bergerie. La cause est le schéma déjà évoqué, l'incapacité de la Russie à respecter les quotas de production, ce qui a peu à peu entamé la discipline des autres membres du cartel. Historiquement, la discipline au sein même de l'OPEP avait souvent été inégale. Dans les années 1990, avec l'évolution du marché pétrolier mondial, les pays de l'OPEP ont mieux perçu les avantages de la stabilisation des prix. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, en particulier, étaient prêts à assumer une part plus importante des restrictions d'approvisionnement, si cela aidait à limiter la volatilité du marché et à soutenir l'équilibre à long terme. Souvent, contrairement à des pays comme le Venezuela ou l'Iran, pour qui le sort du cartel semblait secondaire. Les Émirats arabes unis ont joué un rôle particulier ici, même si les différends géopolitiques avec l'Arabie saoudite sont devenus plus fréquents. Sur le marché pétrolier, Abu Dhabi est resté un soutien clair au leadership saoudien, devenant le fidèle allié de Riyad. Mais en 2016, la création de l'OPEP+ et la naissance de l'axe saoudo-russe ont bouleversé l'ancien équilibre. Après 2016, la loyauté envers les Saoudiens n'était tout simplement plus payante pour les Émirats. Les Émirats arabes unis ont dû supporter des coûts disproportionnellement élevés pour stabiliser le marché. Et nous parlons d'un pays qui investissait d'énormes ressources financières pour développer son géant public ADNOC en visant une capacité de production de 5 millions de barils par jour. Fin 2020, le groupe de réflexion britannique Endam House a estimé que le quota émirati de 3,1 millions de barils par jour, gelé au niveau d'octobre 2018, permettait au pays d'utiliser à peine environ 60% de sa capacité de production. En pratique, cela signifiait que les réductions touchaient les Émirats arabes unis plus durement, en termes relatifs, que tout autre membre de l'OPEP+. Dans ce contexte, la décision des Émirats arabes unis, annoncée le 28 avril 2026, de quitter à la fois l'OPEP et l'OPEP+, a été un véritable séisme. Le cartel a perdu son troisième plus grand producteur, emportant avec lui plus de 10% de la production totale de l'OPEP. Et dans le cadre d'un accord plus large de l'OPEP+, il représentait le quatrième acteur le plus important et surtout une grande part de la capacité de réserve mentionnée précédemment. La décision des Émirats arabes unis de quitter le cartel a également un contexte politique. Ces dernières années, la rivalité géopolitique entre l'Arabie saoudite et les Émirats s'est intensifiée. Yémen, Soudan, la Corne de l'Afrique. Dans tous ces endroits, les intérêts des deux pays s'affrontent, souvent à travers le soutien à des factions opposées.
La guerre avec l'Iran a ajouté une autre dimension. Pendant le conflit, l'Iran a tiré plus de missiles balistiques et de drones vers Abu Dhabi et d'autres villes émiraties que vers Israël. Les Émirats arabes unis voulaient répondre militairement en frappant des cibles à l'intérieur de l'Iran. L'Arabie saoudite, qui n'a pas subi d'attaques iraniennes de la même ampleur, s'est opposée à une telle action. La position prudente de Riyad a poussé les Émirats encore plus loin, vers la sortie du cartel et le renforcement de leurs liens avec les États-Unis et Israël. La sortie des Émirats arabes unis de l'OPEP+, a d'importantes conséquences économiques et politiques pour le groupe. L'élargissement du cartel au format OPEP+, en 2016, a poussé l'Arabie saoudite et le groupe dans son ensemble vers une position plus antagoniste vis-à-vis de certains intérêts américains, dans le Golfe Persique, en ce qui concerne l'invasion de l'Ukraine par la Russie et dans sa réticence à faire baisser les prix élevés du pétrole qui nuisent aux consommateurs américains. Les Émirats étaient en désaccord avec cette position. En septembre 2022 par exemple, en réponse aux demandes américaines, Abu Dhabi a tenté de persuader le prince héritier saoudien, Mohammed Ben Salman, d'abandonner les réductions de production prévues par l'OPEP+, auxquelles la Maison-Blanche s'opposait fermement. À cette fin, le cheikh Hanoun Ben Zayed Al Nahyan, le conseiller à la sécurité nationale et l'une des figures les plus influentes des Émirats arabes unis, s'est rendu personnellement à Riyad. La mission a échoué. Avec le recul, cette réunion peut être considérée comme le moment qui a scellé la rupture de l'alliance saoudo-émiratie. Étant donné ses implications politiques, il n'est pas surprenant que certains aient relié le moment choisi par les Émirats arabes unis pour quitter l'OPEP+, à leurs négociations avec les États-Unis sur l'ouverture de lignes de swap. En termes simples, une bouée de sauvetage financière américaine conçue pour garantir la liquidité. De manière générale, il s'agit d'un mécanisme par lequel la banque centrale d'un pays peut, en cas de crise, accéder rapidement à des dollars directement auprès de la Réserve fédérale américaine ou du département du Trésor. En pratique, c'est une garantie qu'en cas de panique, comme lorsque Abu Dhabi a été attaqué par l'Iran et que les Émirats ont connu une sortie massive de capitaux, les dollars ne viendront pas à manquer. Le pays n'a pas à liquider ses obligations américaines, ni à effrayer les marchés. Les États-Unis accordent ce privilège de façon permanente uniquement à une poignée de leurs partenaires les plus proches, l'Union européenne, le Japon, le Royaume-Uni, le Canada et la Suisse. Pour un État du Golfe, obtenir un tel accès signifierait entrer dans une toute autre catégorie et accepter un tout autre niveau de dépendance envers l'Amérique. Selon le Wall Street Journal, les Émirats arabes unis étaient déjà en discussion à la mi-avril avec le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent au sujet d'une éventuelle ligne de swap comme bouée de sauvetage financière en temps de guerre. Quelques jours après, les Émirats ont annoncé leur retrait de l'OPEP et de l'OPEP+. Sans surprise, les spéculations sur les motivations réelles de cet accord se sont multipliées. Al Jazeera a décrit toute la séquence des événements comme une manœuvre ouvertement politique, signalant un rapprochement stratégique entre Abu Dhabi et Washington. Les gars, 2 annonces rapides avant de continuer. Premièrement, Seri, qui traduisait GTBT Ukraine avant de s'engager dans l'armée de l'air ukrainienne, a lancé une collecte de fonds pour recueillir de l'argent afin de construire des abris pour les systèmes sans pilote de l'Ukraine, afin de les protéger des drones russes à longue portée. Vous pouvez soutenir la collecte de fonds via le lien ci-dessous. Deuxièmement, comme vous le savez peut-être déjà, nous continuons à publier la série au format court de GTBT appelée Essence. Ce sont nos épisodes réduits en capsules de 8 à 10 minutes. Et non, le comédien de doublage n'est pas une intelligence artificielle. Salut Barney, bon passons à la suite. Tout cela nous amène à la question centrale. Le départ d'un acteur clé de l'OPEP+, va-t-il menacer l'avenir de l'alliance pétrolière ? Et le monde a-t-il vraiment besoin de pays qui contrôlent une part significative de l'offre mondiale et qui, par une action coordonnée, peuvent influencer le prix de ce qui reste la matière première la plus importante au monde ? Il existe même un dicton remarquablement précis sur le marché du pétrole. Citation : « Le remède au prix élevé du pétrole, ce sont des prix encore plus élevés, et le remède au prix bas, ce sont des prix encore plus bas. » Le mécanisme est simple. Lorsque le pétrole devient trop cher, il commence à peser sur l'ensemble de l'économie. Il augmente le coût du transport, de la production et de la vie quotidienne et finit par freiner la demande. En même temps, des prix élevés encouragent les entreprises à développer des gisements plus coûteux qui n'étaient auparavant pas rentables, y compris en dehors de l'OPEP. Au bout d'un moment, plus de pétrole arrive, la demande baisse et les prix chutent. Pendant des décennies, l'OPEP a agi comme un amortisseur mondial.
limitant la volatilité du marché, aussi bien lorsque les prix étaient relativement élevés que lorsqu'ils étaient bas. Son principal atout était la capacité de réserve, concentrée surtout chez l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, servant de puissants tampons. Comme l'ont calculé Axel Pierroux, James L. Smith et Tamim Zamorik dans l'Energy Journal en 2018, la capacité de réserve du cartel a historiquement réduit la volatilité des prix du pétrole de moitié. Des analyses plus récentes du groupe de réflexion Capsarc montrent que sans les interventions de l'OPEP, la volatilité des prix du pétrole pendant le boom des matières premières de 2001 à 2015 aurait été au moins 50% plus élevée. Et après la création de l'OPEP+, sur la période de 2017 à 2021, les fluctuations des prix, selon les auteurs, auraient été de 100 à 120% plus importantes. Mais le rôle de stabilisateur mondial a un coût élevé, selon une étude de 2017 menée par des chercheurs de l'université Duke, de l'UCLA et de l'université KU du Liban. Une analyse du marché mondial du pétrole entre 1970 et 2014, couvrant plus de 13 000 champs pétrolifères, a révélé que les restrictions de production imposées par l'OPEP ont augmenté les coûts d'extraction du pétrole dans le monde d'environ 160 milliards de dollars. Il est important de noter que la manière dont l'OPEP et l'OPEP+, évaluent le marché a considérablement évolué. Pour un observateur extérieur, il peut sembler que les décisions du groupe d'augmenter ou de réduire la production sont basées sur les prix actuels du pétrole. Par le passé, c'était en partie vrai. La stratégie reposait sur un mécanisme de fourchette de prix, visant à maintenir le prix du baril dans une fourchette prédéfinie. Cependant, avec le temps, ce modèle a été abandonné. Aujourd'hui, le groupe se concentre principalement sur les variations des stocks de pétrole dans les pays de l'OCDE. Et donc, l'année 2026 devait être une année décisive pour l'OPEP+. Après des années de frustration, de nombreux membres jugeaient les quotas de production injustement attribués par la direction du groupe. Lors du sommet du 30 novembre 25, l'OPEP+ a mis en place un mécanisme attendu de longue date pour déterminer la capacité maximale durable, ou CMD. Un audit externe a été commandé pour évaluer la véritable capacité de production de chaque État membre. En d'autres termes, le volume de pétrole qu'un pays donné peut produire en 90 jours, puis maintenir pendant une année supplémentaire. Les résultats de cet audit devaient servir de nouvelle base pour les nouveaux quotas de référence, prévus pour s'appliquer à partir de 27. Cela aurait marqué un changement fondamental, car le nouveau système de fixation des limites de production aurait enfin récompensé les pays qui avaient réellement investi dans l'expansion de leur infrastructure de production, des pays comme les Émirats Arabes Unis. Face à la guerre avec l'Iran, cependant, la mise en œuvre de ce nouveau plan semble désormais incertaine. Néanmoins, dans son communiqué officiel après le sommet de juin, l'OPEP+ continue d'affirmer son intention d'aller de l'avant avec ce plan. Essayer de définir les conséquences à moyen et long terme pour le marché pétrolier et pour l'OPEP+ elle-même est particulièrement difficile aujourd'hui, car plusieurs grandes incertitudes s'accumulent à l'horizon. Nous ignorons dans quel état seront les principaux producteurs du Golfe Persique après la guerre, ni à quelle vitesse la production pré-conflit sera rétablie. Deuxièmement, et c'est un point bien plus sensible politiquement, le rôle futur de l'Iran lui-même reste incertain. Comme le Venezuela et la Libye, l'Iran appartient officiellement à l'OPEP et fait partie du cadre élargi de l'OPEP+, mais il est actuellement exempté des limites de production contraignantes. La levée des sanctions contre Téhéran pourrait bouleverser profondément l'avenir du marché, mais pas forcément de la manière à laquelle beaucoup pourraient s'attendre. Le retour du brut iranien sur les marchés classiques n'augmenterait pas significativement l'offre nette. Avant la guerre, la production iranienne, comme les exportations de brut iranien, était déjà proche de leur maximum, et presque toutes ces exportations étaient destinées à la Chine. Ces barils sont donc déjà dans le système, simplement enfermés dans le circuit chinois et en dehors du mécanisme classique du marché. Bien sûr, l'Iran aura tout intérêt à reconstruire sa position sur le marché et à élargir sa base de clients aussi rapidement que possible, tant en Europe qu'en Asie. Sous les sanctions, Téhéran devait rester invisible et contourner les sanctions, ce qui a donné à la Chine un pouvoir énorme. Pékin achetait le brut iranien à un prix fortement réduit, utilisant souvent des options de stockage flottant qui servaient en quelque sorte d'entrepôt douanier. Donc ce qui pourrait changer, ce n'est pas la quantité de pétrole iranien dans le monde, mais la direction de ces flux, et le rythme de ce changement sera limité. Au fil des années de sanctions, l'Iran a mis en place un système alternatif pour le commerce du pétrole. Cela comprenait non seulement la création d'une flotte fantôme et de mécanismes pour dissimuler l'origine du brut, y compris des opérations STS,
ou des transferts de navire à navire vers des pétroliers sans lien direct avec l'Iran, mais aussi un système de paiement alternatif entre les pays. Cela a rendu l'Iran dépendant non seulement d'un seul acheteur, la Chine, mais aussi d'un profil de client très spécifique. Le brut sous sanction ne pouvait être acheté que par de petites raffineries indépendantes, les soi-disant typos, opérant en dehors du principal système financier mondial. Inverser ce processus est possible, mais cela pourrait prendre des mois. Le retour du pétrole iranien sur le marché ne sera donc ni rapide ni linéaire. Même si un accord formel avec les États-Unis est conclu, le premier goulot d'étranglement apparaîtra au niveau de la flotte. La disponibilité des pétroliers est limitée, et les navires transportant le brut iranien, dans le cadre de la flotte fantôme, ne répondent souvent pas aux exigences techniques et légales attendues par les assureurs et par la plupart des ports. Il se peut qu'après un éventuel assouplissement ou une levée des sanctions contre l'Iran, le scénario de transition ressemble beaucoup à celui de la période 2022 à 2023, lorsque l'administration Biden, en pratique, a fermé les yeux sur l'exportation à grande échelle de pétrole iranien vers la Chine, malgré des restrictions officiellement en vigueur. Avec les élections de mi-mandat aux États-Unis et l'apaisement du climat sur le marché des carburants, l'un des grands défis de Donald Trump. L'Arabie Saoudite, dans tous les cas, observera cette situation avec des sentiments mitigés. Pendant des années, sous sanctions, l'Iran a été de facto exclu du mécanisme de gestion des quotas, et les barils iraniens circulant via un système alternatif ne concurrençaient pas les autres de la même manière. Cela a donné aux Saoudiens et aux Émiratis la possibilité de poursuivre leur politique de volume sans avoir à négocier avec Téhéran. Le retour de l'Iran aux exportations régulières signifie qu'il est revenu à la table des négociations au sein du groupe. En plus de cela, l'Iran possède désormais un outil qu'il n'avait pas avant la guerre, une capacité avérée à paralyser le détroit d'Ormuz, ce qui change sa position de négociation au sein du groupe. Dans cet arrangement extrêmement fragile, le prochain test pour l'unité de l'alliance russo-saoudienne reste Vladimir Poutine et la question de la fin de la guerre en Ukraine. À première vue, Moscou peut sembler coopérer étroitement avec Riyad et la soutenir, mais l'histoire de l'OPEP+, a clairement montré que la stratégie de la Russie au sein du groupe peut être impitoyable, même envers le pays qui l'a invité à la table des négociations. Le Kremlin n'a jamais eu l'intention de placer les objectifs du groupe au-dessus des intérêts à court terme des géants pétroliers russes, encore moins au-dessus de la stratégie de l'État russe. Donc, si la perspective d'un accord avec l'Occident et la levée de certaines restrictions se profile à l'horizon, la Russie pourrait une fois de plus redéfinir ses priorités. Et bien que la Russie ne dispose pas actuellement d'une grande capacité de production de schiste, elle pourrait, dans une tentative de reconquérir d'anciens marchés, à nouveau abandonner l'accord afin de maximiser ses exportations et de lutter brutalement pour sa part du gâteau. Comme pour l'Iran, un simple redéploiement des flux pourrait être tout aussi déstabilisant pour l'équilibre mondial qu'un changement de volume. D'autant plus que des appels explicites à quitter l'accord OPEP+, se font entendre au Kremlin de temps à autre. L'une des voix les plus en vue est celle d'Igor Sechin, le patron de Rosneft, qui en février 2019 a adressé une lettre officielle au président Poutine décrivant l'OPEP+, comme, je cite, « une menace stratégique pour les intérêts russes ». Il a soutenu que cela freinait la croissance de Rosneft et cédait des parts de marché au pétrole de schiste américain. Jusqu'à présent, nous avons parlé de l'offre, mais la demande reste tout aussi cruciale et tout aussi imprévisible, car elle façonne tout simplement la politique de l'OPEP+. L'économie mondiale reste menacée par un ralentissement. Les technologies vertes gagnent du terrain sur le marché et plusieurs pays pourraient imiter la Chine. Ces dernières années, l'énorme appétit de la Chine pour le brut n'a plus été motivé uniquement par la consommation actuelle, mais aussi par une stratégie de sécurité agressive et la constitution de réserves massives. C'est pourquoi il est presque impossible de comprendre le marché pétrolier actuel sans comprendre l'approche unique de la Chine. La Chine est l'acheteur final du pétrole et sa réaction aux fluctuations du marché fonctionne dans les deux sens. Pékin réduit ses achats lorsque les prix sont élevés, mais peut aussi acheter massivement du brut lorsqu'il est relativement bon marché. Contrairement aux modèles occidentaux, la demande chinoise ne suit pas le schéma classique du marché basé sur la consommation, ni ne découle uniquement des marges à l'exportation. C'est pourquoi il est si difficile de l'intégrer dans des cadres analytiques rigides. Ce n'est pas un hasard si, en 2025, c'est la Chine, en important bien plus de pétrole que ce que prévoyaient les estimations occidentales, qui a permis aux prix mondiaux de sortir du creux. Ce même mécanisme a fait qu'au cours de la crise actuelle et de la paralysie du détroit d'Ormuz, la Chine a joué un rôle central dans la stabilisation des prix, en réduisant fortement ses importations de brut, passant d'environ
11,5 millions de barils par jour en février à seulement 6,6 millions de barils en mai, soit le niveau le plus bas depuis 2016 selon les données de Kepler. Sans exagération, on peut dire que la Chine est le reflet de l'OPEP+, du côté de la demande. Ainsi, l'équilibre futur du marché mondial dépendra de la façon et de la rapidité avec lesquelles Pékin reconstruira sa demande. Et cela signifie à son tour que le sort ultime et l'efficacité de l'OPEP+, reposent désormais en grande partie entre les mains de la Chine. Pour résumer, le cartel de l'OPEP tel que nous le connaissions au tournant du siècle subit une transformation spectaculaire. Et les principaux catalyseurs de cette érosion sont des acteurs externes. Pour le leader du groupe, l'Arabie Saoudite, préserver l'unité de l'alliance signifie désormais opérer dans des conditions extrêmement défavorables. Riyad doit composer avec la réalité des missiles qui survolent le détroit d'Ormuz, gérer le séisme politique provoqué par la sortie inattendue des Émirats arabes unis et tenir compte du désir des autres membres de gagner plus d'indépendance, notamment ceux frustrés par des limites de production jugées trop basses. Mais il serait une erreur d'enterrer trop vite la puissance saoudienne. Les Saoudiens disposent toujours de l'infrastructure la plus flexible et d'une puissante réserve de capacités inutilisées, ce qui pourrait leur permettre de mener une nouvelle guerre des prix. Le problème, c'est que la crise actuelle a montré que la stratégie saoudienne doit désormais prendre en compte un tout nouveau paradigme, une OPEP inversée avec la Chine. En toile de fond de ce jeu d'échecs géopolitique, des risques structurels fondamentaux couvent également des risques que le marché ne peut pas se permettre d'ignorer. D'une part, l'incertitude grandit quant à la demande pétrolière à long terme durant la transition énergétique. D'autre part, comme l'indiquent de nombreux rapports, les investissements dans le secteur amont sont dangereusement faibles. Le capital est essentiel non seulement pour stimuler la croissance de la production, mais surtout pour compenser le taux de déclin, la baisse naturelle de la production et l'épuisement progressif des champs déjà en exploitation. Les perspectives à long terme seront abordées dans un autre épisode. Peut-être qu'alors, Trump en 2009 s'est seulement trompé sur le mécanisme. L'OPEP n'est pas détruite par une seule décision à Washington, une seule guerre des prix ou une seule division au sein du cartel. L'érosion est plus lente, plus chaotique et moins spectaculaire. Les alliés commencent à défendre leurs propres intérêts. D'anciens adversaires reviennent à la table. Et l'équilibre du marché se déplace de plus en plus de Riyad et Moscou vers Pékin. La principale question n'est plus de savoir combien de pétrole l'OPEP+ va pomper, mais si, dans un monde de nouvelles guerres, de nouvelles technologies et de nouveaux centres de demande, le cartel est encore capable de contrôler le jeu qu'il a lui-même créé.